cette nouvelle causerie, je voudrais traiter notamment d'un sujet qui est celui du fait que l'astrologie nous explique comment nous regardons le monde. Hein, ce n'est pas une thèse tout à fait nouvelle, mais je m'introduis dans le cadre de mon propre système, l'astrocyclon. Ce que j'appellerais la détection des signes. Et notamment, comme vous le savez, mon sujet d'étude sont les femmes, et donc j'axerai mon travail sur les femmes et leur rapport aux signes. Aussi bien les signes d'en haut que les signes d'en bas d'ailleurs. Car tant qu'on ne particule pas les femmes sur l'astrologie, on a une sorte d'astrologie abstraite. Une astrologie qui est là, on ne sait pas très bien comment les choses se font. Il y a des chaînons manquants. La femme est le chaînon manquant entre les astres et les hommes. Alors, je crois que je suis arrivé, au bout de longues recherches et de longues réflexions, je crois que je suis arrivé à une synthèse et un positionnement qui est de plus en plus évident, parce qu'en effet, je crois réellement qu'il vaut mieux améliorer le produit que lui ajouter tel et tel gadget, n'est-ce pas? Le grand problème de l'astrologie contemporaine, c'est qu'au lieu d'améliorer le produit du septénaire, elle a cru qu'en ajoutant Uranus, Neptune et Pluton, elle va améliorer ses performances. Voilà. Et on est dans une sorte de fuite en avant comme cela. C'est la même chose au niveau alimentaire. Au lieu d'améliorer le produit à l'origine, à la source, et notamment la qualité de la viande, la qualité du goût, intrinsèque au produit, on rajoute du goût, on rajoute des garnitures, on rajoute des adjuvants, et ce n'est pas une solution. Un autre point que j'aimerais bien aussi signaler, c'est qu'à force de faire des mixtures, on ne sait plus quoi fait quoi. Alors qu'on ne parle pas de ces astrologues qui ont des mixtures incroyables et qui après vont nous dire « Ah oui, oui, j'ai prouvé que Pluton avait telle influence ». Non. Quand on a des mixtures, on ne peut pas prouver quoi que ce soit. On ne peut pas prouver que tel facteur a une influence. C'est un mélange. C'est au sein d'un mélange. Moi qui m'intéresse beaucoup à la diététique, quand on a un régime qui est beaucoup trop fantaisiste, il est impossible de savoir, quand on a un problème, d'où ça vient. Hein, il y a trop de facteurs qui peuvent entrer en jeu. L'astrologie, on le sait parfaitement, il y a un très grand nombre de facteurs, un très grand nombre de combinatoires, un très grand nombre d'articulations, ce qui fait qu'on ne peut absolument pas isoler un facteur. Donc tout astrologue qui dit qu'il peut isoler un facteur du fait de sa pratique astrologique est un charlatan. Bon, ça c'est important. Et je voudrais ne plus entendre parler de cette façon des astrologues qui vous disent oui, tel facteur spécifique, telle position de planète, tel domicile planétaire a été validé par ma pratique astrologique. C'est une plaisanterie, à moins que sa pratique astrologique soit extrêmement rigoureuse, extrêmement précise, et où il n'y ait pas tout un ensemble de facteurs, de combinaisons possibles et imaginables. Bon, ça suffit, c'est un scandale cette façon de parler. Alors maintenant, je reviens à mes travaux, et en disant qu'effectivement, il y a dans l'astrocyclon une double problématique, tout comme il y a au niveau de Gauquelin une double problématique, qui est liée à la femme. Il faut détecter ce qui est en haut et ce qui est en bas. Dans le cas de la naissance, puisque maintenant j'essaie de réhabiliter les travaux de Gauquelin, après les avoir mis un petit peu sur la touche, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu de détecter le signal céleste, c'est-à-dire si telle planète à tel moment se dépasse, défile, et deuxièmement, de relier ce signal céleste à des réalités terrestres, notamment en l'occurrence l'enfant qui est dans le ventre de la mère, et dont on a identifié la signalétique, dont on a identifié qu'il est martien ou jupitérien ou saturnien ou lunaire,
ou vénusien pour parler comme Gauquelin. C'est cette double connexion vers le haut et vers le bas des deux plans qui est astrologique. Mais comme on l'imagine bien, ce sont des connexions qui sont liées à des codages extrêmement pointus. C'est-à-dire que ce n'est pas une appréhension de la réalité dans sa complexité. Ce sont des signaux extrêmement simples, mathématiques, je peux dire, en quelque sorte, des codages qui font que, on va dire, voilà, le facteur A est un rapport avec le facteur B, etc. Donc ce n'est pas ce qu'on peut appeler une appréhension globale, complexe de la réalité brute. C'est déjà une réalité qui est déjà extrêmement décantée et formalisée. Et les femmes, selon moi, ne perçoivent de la réalité que cette dimension formalisée. Que ce soit la réalité, que ce soit au niveau des codes, parce qu'apparemment nous avons des codages intérieurs que les femmes arrivent à lire, ou des codages extérieurs qui sont au niveau cosmique, qu'elles arrivent également à lire. D'ailleurs, dans les deux cas, pour elles, ce sont des codages extérieurs. Ce n'est pas en elles qu'elles lisent ça, c'est dans l'enfant et dans le cosmos. Alors, rappelons encore une fois que pour moi, il n'est pas question de dire que les astres agissent de façon naturelle. L'astrologie n'est pas une réalité naturelle. C'est un artefact technologique, biotechnologique, qui a un caractère extrêmement mathématique, extrêmement rigide sur le plan de ses articulations, comme un mécanisme d'horlogerie, et qui a été produit par les hommes. C'est dans ce sens qu'on peut parler d'une astrologie humaniste. Un humanisme qui référerait à la nature n'est plus un humanisme. Bon. Moi, je suis un astrologue humaniste dans le sens où je dis que l'astrologie est une réalisation humaine, en tout cas humaine, peut-être pas des humains que nous sommes, peut-être d'autres civilisations, peu importe. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui vient du processus naturel. Ou en tout cas, c'est un processus naturel qui aura été complètement retravaillé et repensé. Parce qu'à propos de Darwin, il faut quand même, ce qu'on appelle, il ne s'intéresse pas du tout à la question de la capacité que nous avons à nous restructurer, à nous reprogrammer, à partir de choses qui existent, à partir de matériaux qui existent, mais qui sont complètement repensés, retravaillés. Quand on est artiste, on comprend ce qu'on veut dire par là. Le sculpteur, il retravaille un matériau brut. Ce matériau brut, il existe. De même qu'en astrologie, le thème natal, c'est un matériau brut que l'astrologue va retravailler, va revaloriser, va réinterpréter, et donc il va en faire quelque chose de totalement différent du facteur astrologique au départ. Donc l'astrologie transforme complètement l'astronomie, et l'astrologue transforme complètement l'astrologie. Alors, revenons à notre sujet, à savoir que, au niveau de l'astrocyclon, les femmes captent le signal saturnien, et ensuite, elles vont capter de ce fait des signaux autour d'elles, qui vont être le relais des signaux qu'elles ont captés sur le plan cosmique. Alors, je vais donner des exemples extrêmement précis, puisque mon système, aussi universel soit-il, aussi global soit-il, est également extrêmement précis. Ce qui peut être paradoxal, mais l'un forcément n'est pas forcément incompatible avec l'autre. Si je dis par exemple que les femmes, quand il y a une conjonction Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales que sont Aldébaran, Tarès, Régulus et Malo, que lorsque cette conjonction est en ligne de mire, c'est-à-dire que ce n'est pas au moment de la conjonction, mais c'est au moment au contraire où on va vers la conjonction, j'ai l'habitude de dire que ça correspond à peu près au solstice d'hiver, à partir du solstice d'hiver, la nuit commence à reculer, donc c'est le passage du solstice d'hiver vers le solstice d'été qui correspond à la phase montante. Et ça, c'est un plan purement symbolique, analogique. Et ensuite, on appelle aussi la phase vénusienne. Et ensuite, il y a la phase descendante qui va du solstice d'été au solstice d'hiver. Et donc, dès que le passage de la conjonction se fait, on bascule vers le processus inverse. On passe du descendant de la phase descendante à la phase montante, ou au contraire, la phase montante à la phase descendante. Alors, la phase montante
et ce que j'appelle la phase androgynale. Androgynale, ça veut dire la phase où l'homme et la femme ne sont pas deux entités différentes, mais sont une seule et même entité. Donc la phase où la dualité n'est pas de mise. Alors on peut revenir à la lecture de la Genèse. Moi il me semble qu'effectivement, d'après mes réflexions, d'après ma logique, au départ, ce que j'appelle le Big Bang en quelque sorte, au départ, il y a un personnage qui est bisexué. Bon. Et donc, le signal qui est donné par le passage de Saturne vers la conjonction, Nadir vers le zénith, si on veut, c'est celui qui demande aux femmes de se mettre un petit peu en retrait. De se mettre en retrait parce que leur temps n'est pas advenu, si on veut. Le temps de la femme, c'est la phase 2. Donc, comme on est en phase 1, bon, il faut qu'elles attendent. Donc, elles se mettent en retrait. Et pour se mettre en retrait, elles vont chercher autour d'elles, tout simplement, dans une sorte d'état un peu hypnotique, si on veut, des éléments qui vont leur indiquer qu'elles doivent se mettre en retrait. C'est-à-dire qu'elles cherchent des indications pour se démobiliser, pour se décourager, si on veut. Bon, c'est une thèse qui n'est pas nouvelle. La thèse qui fait que l'on voit le monde à travers une certaine lunette, une certaine grille. Bon. Donc s'il y a une certaine grille qui veut que je me mette à me mettre en retrait, eh bien je vais psychologiquement trouver des facteurs autour de moi qui vont me confirmer dans cette idée, qui vont entériner cette idée. Par conséquent, et ça je vous demande de le chercher de votre côté, par conséquent, les femmes en phase montante, c'est-à-dire quand même 3 ans et demi sur 7 ans, sont en période où elles ont tendance à se mettre en retrait. C'est-à-dire à dire, bon voilà, écoute, j'arrête, je ne suis plus capable, je ne me sens pas en mesure de rester, je vais m'absenter. Enfin, bref, tout ça va être nourri par des mots qu'elles vont privilégier, des signes qu'elles vont privilégier, et au lieu de capter la réalité dans sa globalité, dans sa contextualité, elles vont isoler un facteur qui va faire sens, qui va faire écho à cette programmation cosmique. Alors, donc, ça ne veut pas dire forcément qu'il faille accepter cela. Mais il y a une expression qu'on emploie beaucoup en français, du genre, il l'a laissé partir. Il a laissé partir cette femme. Et c'est assez intéressant, parce qu'effectivement, il y a des moments où les femmes ont envie de partir. Et ça vient de ce que je viens de dire. Alors, elles ont envie de partir, est-ce qu'il faut les laisser donc déjà, il ne faut pas les provoquer, il ne faut pas les déclencher, c'est pas évident, parce qu'elles sont à l'affût de ces signes. Et il faut essayer de les raisonner et de les calmer quand elles ont effectivement cette espèce d'impulsion de se mettre en retrait, de se mettre sur la touche. On pourrait donner des tas d'exemples de ce genre, n'est-ce pas, de découragement, de gens qui disent ah, j'en peux plus, ah, c'est plus possible, c'est plus supportable. C'est un point faible pour la femme, parce qu'effectivement, si ces femmes qui se découragent, ben, ça veut dire qu'elles quittent la partie, et c'est pas très bon pour leur carrière, c'est pas très bon pour leur avenir. Alors, il y en a qui arrivent à se contrôler, et il y en a qu'on arrive à contrôler de façon à ce que ce ne soit pas catastrophique. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas, c'est un sentiment subjectif, c'est une façon de parler, parce que c'est un mot subjectif ici, dont on ne voit pas forcément à l'humanité. Un thermostat qui se déclenche, il a un déclenchement subjectif. C'est-à-dire qu'il est programmé pour se déclencher par rapport à un certain niveau de chaleur. Bon. Donc, subjectif, ça veut dire que l'objet, la machine est programmée pour capter certains signes, et donc si ces signes sont là, eh bien, elle va réagir. C'est de la subjectivité de la machine. Le mot subjectif n'est pas réservé aux humains. Et vous savez que pour moi, la femme n'est pas complètement humaine. Elle est une espèce d'hybride entre la machine et l'homme,
qui relève de la biotechnologie et qui correspond au deuxième stade de l'évolution de l'humanité, la phase 2. Donc justement, cette phase 2, et sans les femmes, il n'y aurait pas d'astrologie, hein, il n'y aurait pas de phénomène astrologique. Sans la phase 2, en la phase 2, il y a au contraire, et ça donc s'est déclenché après la conjonction, au lendemain de la conjonction, l'une de ces 4 conjonctions qui se produisent dans le cycle de Saturne au cours de son cycle global de 29 ans, au lendemain de la conjonction, on bascule, de façon assez brutale probablement, on bascule vers une autre logique. Logique qui est au contraire, il faut que j'intervienne, il faut que je me manifeste, il faut que je me rende utile. Et là, c'est une autre logique qui est aussi arbitraire, si on veut, que la précédente, c'est-à-dire que là encore, la femme va chercher des signaux qui vont l'inciter à aller dans cette direction, tout comme elle cherchait tout à l'heure des signaux pour l'inciter dans la direction inverse. Donc il y a des signaux de mobilisation comme des signaux de démobilisation. Et à ce moment-là, il va y se créer, et moi vous savez que j'aime beaucoup cette image de la tour de Babel, c'est-à-dire qu'effectivement, la phase montante est une phase de la construction de la tour de Babel, c'est-à-dire où toutes les énergies sont focalisées vers une seule unité. J'aime bien le mot unité, parce qu'il est en rapport avec Vénus, justement. Vénus, le V de Vénus est un U aussi dans l'alphabet romain. L'unité, et c'est justement pour ça qu'elles se sont retirées dans sa phase 1, parce que les femmes empêchent l'unité. Elles empêchent l'unité puisqu'elles sont interstitielles, elles sont obstacles entre les hommes. Si chaque homme a une femme, il n'y a plus d'unité. Donc les femmes se retirent pour permettre la fusion des énergies masculines. Mais inversement, en phase 2, en phase martienne, la phase de la multiplicité, et quelque part de la mort au sens de quelque chose qu'on sépare, quelque chose qu'on coupe, quelque chose qu'on arrête. Et la fin de l'androgyna, c'est aussi une intervention martienne, c'est-à-dire qu'on coupe l'être humain en deux, en quelque sorte, on le sépare. Et donc, effectivement, la phase 2, c'est la fin de l'androgyna, c'est l'émergence du féminin. Et à ce moment-là, effectivement, la femme va constituer, chaque femme, en quelque sorte, va constituer avec un homme une entité. Une entité qui va être la famille, qui va être le couple, et qui va constituer, au sens babélien du terme, une très grande diversité, une très grande multiplicité de facteurs. Avec un couteau, je morcelle, je fais des morceaux. Le M de morceau, le M de Mars. Donc, le boucher, qu'est-ce qu'il fait? Il découpe. Il découpe, donc il isole les facteurs les uns par rapport aux autres. Il crée de la diversité, de la diversité là où il y avait de l'unicité. C'est même que la maladie crée un mal quelque part, le M de Mars, encore une fois, à un endroit précis, là où il y avait une globalité, c'est-à-dire là où il y avait le corps tout simplement. Là tout d'un coup, on a des problèmes dans un endroit particulier. Donc, là aussi, on est dans la multiplicité, la diversité. Donc, quand la phase descendante se produit, c'est-à-dire après une des 4 conjonctions de Saturne, donc c'est facile à regarder dans les éphémérides, hein, c'est soit 9 degrés Gémeaux, 9 degrés Sagittaire, 0, 1 degré du Lion, de la Vierge, ou 0 degré, 1 degré des Poissons. Donc, quand Saturne passe par ce point-là, et pendant 45 degrés environ, eh bien, les femmes, au contraire, vont vouloir créer des unités, des entités, avec comme effet, effectivement, une espèce de cloisonnement, de multiplicité de cloisonnement, qui crée effectivement des petites cellules. Hein. C'est ce que j'appelle la phase de cristallisation. La phase montante est une phase gazeuse, si on veut, une phase liquide, et la phase descendante, c'est la phase de cristallisation, une phase solide. Donc, on n'a plus du tout une sorte d'unité, on a une multiplicité, on a un morcellement, on a une dispersion. Et les femmes sont les moteurs de cette dispersion, de ce cloisonnement, d'où la multiplication des langues, la multiplication des nations, la multiplication des villes,
etc. Enfin, toute cette différenciation martienne est sous-tendue par l'activité féminine, qui elle-même est sous-tendue, bien entendu, par l'astrocyclon et le phénomène cosmique. Hein, ça va de soi. Les femmes ne sont que des agents du cosmos. Et à ce moment-là, il faut s'attendre, au contraire, à des phases où la femme veut absolument construire quelque chose, constituer quelque chose, et elle va constituer. Ça peut être une entreprise, ça peut être une famille, un foyer, n'importe quoi, mais quelque chose. Et donc à ce moment-là, on va avoir des monades, si on veut dire, on va avoir une multiplication des monades, multiplication des entités, et donc une dislocation de ce qui était unitaire. Alors on peut prendre des exemples au niveau de l'astrologie mondiale, géopolitique, 1989, c'est une phase descendante, et ça correspond à la dislocation. Donc on retourne à des petites unités. Hein. De même que si l'Union européenne devait se disloquer, démanteler, on arriverait à des petites unités. Et inversement, actuellement vraiment on est en phase unitaire vénusienne, on a des fusions-acquisitions qui se multiplient. On se plaint d'avoir des trop petites unités. C'est un phénomène cyclique en permanence. Tantôt on veut arrêter la diversité, tantôt on veut refaire de la diversité. Bon, pour l'instant, la règle d'or, c'est l'unité. Mais ça ne va pas durer, ça ne dure jamais. Rien ne dure jamais en astrologie d'ailleurs, de toute façon. Et bon, d'ici 1 an et demi, 2 ans, on va basculer avec la conjonction de Saturne avec Antares, on va basculer vers la phase descendante, donc à ce moment-là, un réinvestissement des femmes dans la vie sociale, mais à des petites échelles. C'est-à-dire tout va devenir à petites échelles. Il n'y a pas de grand projet en phase descendante. Hein. Bon, l'affaire ukrainienne actuellement est typiquement une affaire de phase montante. Hein. C'est la reconstitution, l'élargissement, le retour des velléités impériales de la Russie. On parle maintenant d'ailleurs à la radio, on parle de la guerre de Crimée sous Napoléon III. Hein. Bon, voilà, donc c'est tout. C'est la volonté d'unifier. Unifier, dépasser les clivages. Bon. Eh bien, quelque part, la phase descendante, c'est le contraire. C'est rétablir les clivages, réaffirmer que chaque unité a sa raison d'être, ce qui va vers une certaine forme de protectionnisme. Et vous savez que je n'ai rien contre le protectionnisme. Refuser la mondialisation, considérer qu'il faut vivre dans un contexte relativement étroit, avec des gens qu'on connaît, des proches. C'est la notion du prochain. Hein. Je vis avec des gens qui me sont proches, ou qui sont autour de moi, qui me connaissent, et je construis une économie de proximité. Je trouve ça tout à fait valable. Ça permet à beaucoup de personnes de se mettre en valeur, ça permet le plein emploi, alors que la phase montante, elle est évidemment fatale pour le plein emploi. Si les gens se découragent, si les gens se mobilisent, eh bien, ils ne travaillent plus. Mais inversement, à ce moment-là, on a des solutions de remplacement qui sont des solutions de pénurie, on dit les choses comme elles sont, on fait fonctionner l'humanité avec un très petit nombre de facteurs, ce qu'on appelle la productivité. Ça. Alors, il y a une progression de la productivité qui fait qu'avec, par exemple, un élément, on peut alimenter une totalité. Le cas typique, ce sont les films, par exemple. Voilà, on fait un film qui a 10 millions d'entrées. Voilà. Donc avec un seul même film, on a 10 millions d'entrées. Par contre, donc tous ceux qui n'ont pas fait de film, ils n'ont pas de public. Hein. Donc effectivement, quand il y a 10 millions d'entrées, il n'y a pas de plein emploi. Hein. Il n'y a pas de plein emploi. En tout cas, les créateurs ne sont pas tous employés, ne sont pas tous appréciés. En revanche, en phase descendante, et grâce aux femmes,
eh bien, on a des petites entités où chacun peut s'exprimer sans être écrasé par la mondialisation, sans avoir besoin de rivaliser à l'échelle planétaire, et où une grande productivité locale se fait, qui n'a pas d'ambition supranationale, etc. Et c'est à ces moments-là que les gens arrivent à trouver leur épanouissement. Moi, je travaille beaucoup sur la notion de modèle. Voilà, l'identité, voilà, on a des modèles autour de soi qui vont créer une émulation pour nous-mêmes. Voilà, c'est la nécessité de la proximité des parents, par exemple. Voilà, les parents qui servent de modèle, les parents, pas forcément le père et la mère, mais la tribu familiale sert de modèle pour les jeunes enfants qui y trouvent des possibilités de développement, des incitations à explorer telle et telle faculté, à éveiller telle et telle faculté qu'ils ont en eux. Là, il ne faut pas distinguer entre l'éducation des garçons et des filles, bien évidemment. Ça, c'est un autre sujet. Là, je parle surtout de l'éveil des facultés masculines, qui sont des choses beaucoup plus compliquées à gérer que l'éveil des facultés féminines, puisque l'éveil des facultés masculines, ça nous renvoie à un travail d'exploration intérieure assez obscur, assez compliqué et assez difficile, alors que l'éveil d'exploration féminine renvoie à une maîtrise de l'extérieur. Apprendre à lire, c'est en fin de compte apprendre à regarder un objet extérieur, qui lui-même d'ailleurs relève de la technique. Parler, c'est quelque chose qui doit être en nous-mêmes, mais lire, c'est quelque chose qui se passe à l'extérieur, sur un objet externe. Les femmes sont beaucoup plus douées pour appréhender l'extérieur, pour gérer l'extériorité, l'environnement, que pour gérer l'intériorité. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà, donc je voulais aborder ces questions et je vous remercie de votre attention.